Bienvenue dans Break the Wall, cinquième épisode aujourd'hui. On va parler produits avec Agathe Pavia. Bonjour Agathe. Bonjour. Je suis Stéphane Bego, staff architecte à Payfit. On va commencer tout de suite. Tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Agathe. Je fais du product management depuis bientôt 20 ans maintenant. J'aime bien dire que je fais du product management depuis avant que ce rôle, enfin, en tout cas ce métier existe en France et soit appelé comme ça. Et donc depuis, j'ai créé des produits, des équipes from scratch, en start-up, en freelance, en agence, dans différents voilà, secteurs, différents types d'entreprises. Et je pense que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Tu as commencé ta carrière chez Cityvox comme chef de produit billetterie. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de tes débuts, comment ça s'est passé, ta première expérience? Oui, bien sûr. Donc on est en 2005, donc c'est ça fait 20 ans. Et en fait, je suis arrivée dans le product management par hasard. À ce moment-là, je suis étudiante en école de commerce à Kedge, bon, ça s'appelait Euromed Marseille à l'époque. Et j'avais décidé de faire mon master en apprentissage, donc les 2 dernières années de mes études. Ça se faisait pas trop l'apprentissage pour les écoles de commerce, il n'y avait pas d'offres vraiment. Et donc, j'ai postulé à des offres de stage au final. Et je devais expliquer aux entreprises c'est quoi l'apprentissage, c'est quoi les avantages, les inconvénients, entre guillemets, ça coûte de l'argent, il faut payer l'école. Et j'ai passé des entretiens dans plein de boîtes marseillaises, de secteurs variés. Et j'ai convaincu Cityvox de m'embaucher pour ces 2 années. Donc, je suis arrivée un peu par hasard chez Cityvox, pure player web. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un très gros site français à l'époque, hein, plusieurs millions de visiteurs uniques par mois. Cityvox, c'était le site pour trouver les sorties dans votre ville. Donc, on avait un template de site qui était ensuite répliqué pour Mm. toutes les grandes villes de France, avec les cinémas, les restaurants, les bars, les théâtres, etc. Donc j'arrive et je découvre le métier du web. Et j'étais pas product manager, parce que j'étais chef de produit au Ouais. sens marketing du terme. C'est-à-dire que Mm. j'étais là pour m'occuper d'une offre qui était la billetterie de spectacle et pour développer ce nouveau business. Sur les pièces de théâtre, donc toute la partie spectacle, concert, etc., Cityvox à ce moment-là renvoyait pour acheter son ticket sur Fnac ou France Billet en affiliation. Donc on gagnait quelques centimes à chaque billet. Et les fondateurs s'étaient dit, ben, on va créer une billetterie en propre. Globalement, le modèle billet réduc, que vous Mhm. connaissez, où on va prendre plus de sous par billet, parce qu'on va être en direct. Et donc moi, je suis arrivée pour ça. Il y avait, les développeurs avaient déjà créé un petit parcours où bah, je cliquais sur acheter mon billet, je Mm. payais, j'avais ma contre-marque par mail. Et moi, j'ai commencé à bah, appeler des théâtres, créer des partenariats, développer l'offre, négocier des quotas, des invitations, etc. Et puis j'ai vite compris que développer ce chiffre d'affaires de cette billetterie, ça allait passer pas que par avoir des billets à vendre, mais surtout par l'expérience sur le site. Mm. Et donc bah, là, je me suis assise à côté des développeurs. J'avais jamais fait de tech de ma vie, hein. J'étais à l'école de commerce. Je me suis assise à côté des développeurs et j'ai appris avec mon bon sens. On a testé des choses, à améliorer le parcours, à augmenter le taux de conversion. Je me suis formée au SEO, à Google Analytics. J'ai appris le Mm. SQL pour aller dans la base de données, pour aller voir ce qui se passait et comprendre. Et ça n'a pas trop mal marché, puisqu'on a eu de plus en plus de clients, on a développé cette offre-là, et au bout d'un an à peu près, on était à 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel sur cette activité, qui était toute nouvelle. Quand je suis arrivée, c'était zéro, hein. Donc voilà, ça c'était ma première expérience de product manager. J'ai découvert ma voie et ce métier-là un peu par hasard. C'est intéressant que tu penses que c'est important de mettre les mains dedans, d'apprendre le SQL et aller. Ça t'a beaucoup aidé. Ah oui, oui, bah, j'ai eu besoin moi, de comprendre comment ça marchait Ouais. derrière, tu vois. Après, j'ai fait des zonings sur papier, enfin des wireframes, à l'époque Mm. c'était des zonings Ouais. sur des post-it, et j'ai regardé les devs faire. J'ai Mm. essayé de comprendre, hein. Non, je pense que c'est hyper important pour un product manager de savoir ce qui se passe et de savoir ce qui est faisable, pas faisable. Mm. Du coup, tu es passé à la gestion des nouveaux projets. Ouais, bah, comme je m'éclatais dans ce job-là et que sur la billetterie, il n'y avait plus beaucoup d'améliorations à faire, on continuait à faire des petites optimisations, mais le gros du temps, c'était de développer maintenant l'offre et donc d'aller chercher au-delà des théâtres parisiens que j'avais eu la première année, d'autres villes, etc. J'ai confié ce business-là à une autre personne et moi, je suis passée sur vraiment les nouveaux projets, et donc enchaîner Mm. des nouveaux services sur Cityvox ou des nouveaux sites, des verticales. On avait
beaucoup de choses. J'ai l'impression, en tout cas, après, bon, c'était il y a longtemps, mais moi j'ai l'impression qu'on se posait pas trop de questions à l'époque de est-ce que l'utilisateur il a besoin, on faisait pas d'entretien, on faisait pas tout ça. On développait vite et on itérait vite et on a lancé des choses qui n'ont pas du tout marché. Je me rappelle par exemple, on avait créé un service de pétition. Donc pareil, donc, c'était toujours très local, donc les gens pouvaient créer leur pétition et la partager, les gens les signer. Il n'y a personne qui a utilisé ce service quasiment. Nous, on avait créé des pétitions en interne, on essayait de les faire tourner. Bon, mais on ne s'est pas trop posé de questions non plus. On a killé le service, on est passé à autre chose. C'était assez marrant parce j'avais vraiment la main pour inventer plein de services sur cet espace local. Puis après, on a fait des sites verticaux. Cinéphile.com, par exemple, on a fait concert.fr sur les concerts, cinéphile.com. Celui-là, c'était un gros challenge parce qu'en face, c'était Allociné quand même. Voilà, hein, le concurrent. On n'avait plus notre différenciation par ville. Et donc, les fondateurs avaient acheté le nom de domaine cinéphile.com, ce qui était quand même plutôt un beau coup. Et on avait toute la data, puisqu'on avait déjà les sorties, les films dans la base de données, les horaires, tous les cinémas référencés, les avis, puisque les gens laissaient les avis, pour les sites Cityvox par ville. Donc, ça a été assez facile. Et on avait une belle charte graphique, le site était canon. J'avoue, j'ai beaucoup copié sur Allociné. J'ai découvert, hein, j'ai fait un peu comme je pouvais, avec mon bon sens. Hein. Qui lui-même a copié sur IMDb. Exactement, j'ai aussi copié sur IMDb, j'ai regardé les sites US, etc. Donc le produit était top, la difficulté, là, c'était l'audience. Enfin, on a eu énormément de mal à faire venir des gens sur ce site. Donc là, j'ai appris AdWords, il fallait faire venir des gens à coûte que coûte. Hein. Donc gros challenge d'audience, et c'est là où j'ai compris aussi que c'était bien de faire des super sites, mais que s'il n'y avait pas de besoin en face et qu'on n'avait pas le marketing qui allait avec et clairement le besoin, ça ne suffisait pas, quoi. Et l'élément différenciant. Et effectivement, voilà, l'élément différenciant qui fait que c'est chez toi qu'ils vont venir et pas ailleurs. Si tu as les mêmes infos qu'Allociné mais que tu n'es pas Allociné, c'était plus compliqué. Ouais. Quand tu démarres des nouveaux projets comme ça, est-ce que tu mets tout de suite, dès le début, de l'importance sur l'analytique et ce genre de choses quand tu vas demander aux devs, quand tu vas concevoir avec les devs? Alors, l'analytique, pas autant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as un tag Google Analytics sur le site et puis c'est à peu près tout. C'est-à-dire que après, on regardait. Moi, je regardais beaucoup ce qui se passait sur Google Analytics, mais c'était pas, on définissait pas de KPI avant qu'on voulait atteindre, on n'avait pas des sprints, on n'avait pas tout ça. On disait, bon, on y va, on développe, on regarde et on voit et on modifiera. On avait quand même déjà cette logique de j'améliore au fur et à mesure, quand même. Mais c'était très pragmatique et expérimental, on va dire. Ouais, non, je pensais plus à des moyens de savoir si ça marche ou pas, tu sais, un peu. Non, clairement, on regardait les audiences. Ouais, c'était un modèle publicitaire, hein, si tu veux, que c'était média. Donc l'argent, il venait de la pub. Donc la billetterie, ça a été un des premiers services qui était plus e-commerce, mais c'était très publicitaire. Donc il fallait ramener des visiteurs. Et donc on regardait ça, l'audience, et puis après le chiffre d'affaires sur la billetterie. Mais c'était assez basique comme KPI de réussite ou d'échec. Après, tu es passé en direction de projet chez Bleu Roi. Ouais. Tu as géré des projets pour des grands comptes comme Casino, La Méridionale. Tu as eu sur cette période-là des grosses difficultés à surmonter? Alors, donc j'ai fini mon apprentissage et donc mon école de commerce, je suis diplômée. Et je décide d'aller en agence pour continuer à apprendre et parce que la variété de projets, de secteurs et le fait de me confronter à des clients m'attirait beaucoup. J'ai eu la chance de bosser sur, comme tu disais, plein de projets très variés. Casino, La Méridionale, Village Club du Soleil. On avait des sites e-commerce, de l'institutionnel, du site vitrine. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai envie de dire, la difficulté, c'est les premiers jours quand j'arrive, gros syndrome de l'imposteur, où je me dis, mais en fait, je ne comprends rien à ce qui se passe et à ce métier. Moi, j'avais appris toute seule dans mon coin. À l'époque, PM, il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de newsletter, tout ce qu'on a aujourd'hui. Les PM, aujourd'hui, ils ont des tonnes de ressources. Je ne sais même pas comment ils arrivent à lire tout ça. Moi, j'avais appris toute seule avec des devs très sympas qui m'avaient expliqué. Et là, j'arrive et on me dit, faut faire le site d'un tel. Et puis, je me rappelle je crois que c'était le premier jour, tu vois, je vais déjeuner avec mes collègues et ils parlent entre eux de projets en cours.
Et ils sont là, Typo 3, Spib, Joomla, donc des CMS. Mm. Moi, je ne sais pas ce que c'est un CMS. Moi, chez Cityvox, on avait une plateforme propriétaire. Je ne savais pas ce qu'était un content management system. Donc, j'entends des mots que je ne comprends pas. Et on dit, voilà, la nouvelle chef de projet, je me dis, mais je vais jamais y arriver, en fait. Ils croient que je sais faire, mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment j'ai atterri là et comment j'ai eu ce job. Bon, en fait, je m'en sors pas trop mal, ça va. Je me forme vite, j'apprends, j'écoute beaucoup, je comprends. Et, et puis, la deuxième difficulté, je te dirais, c'est le rythme. C'est très, très exigeant, l'agence. Tu as des clients en face, déjà. Donc, tu as un budget qui a été validé au démarrage du projet, avec un gros cahier des charges. Là, on n'est pas du tout sur de l'agile. Hein. Tu as un cahier des charges qui a été défini, qui fait des fois des centaines de pages, un budget, un délai, et il faut délivrer ce qui est écrit dans le cahier des charges dans le délai, et que ce soit de qualité, et que quoi qu'il arrive, tu arrives à livrer un truc. Donc on travaillait énormément, et enfin voilà, ça peut être des fois, on était sous-staffé très régulièrement, donc plus des difficultés de sortir les trucs dans les délais et de gérer les clients pas contents parfois. Très exigeant l'agence, Ouais. mais très très formateur. Et dans cette expérience, tu as fait tes premiers pas dans le management? Oui, alors j'avais déjà managé avant dans des jobs d'été quand j'étais jeune, etc. Mais oui, première vraie expérience de management, on va dire. Quand j'arrive, on est quelques chefs de projet. Assez vite, on grossit. C'est une boîte qui était en croissance. Et donc, il faut mettre des strates de management intermédiaires entre nous et la directrice. Et donc, je passe directrice de projet. J'ai 2 chefs de projet un peu plus juniors avec moi. Un peu junior, j'étais très junior aussi. Hein, j'ai 24 ans à cette époque-là. Et en fait, moi j'adore le management, j'ai managé toujours depuis, etc. Je pense que mes collègues ont plutôt apprécié de travailler avec moi, donc c'est quelque chose que j'aime. Mais il y a une difficulté que je trouve importante dans le management et que j'ai rencontrée surtout dans cette première expérience-là. Quand tu manages des gens et qu'en même temps tu restes opérationnel, c'est-à-dire que tu fais le même métier qu'eux, c'est de ne pas céder à l'envie de faire à leur place parfois et d'accepter que ça va pas être fait pareil si c'est pas toi qui fais. Et en fait, quand j'étais dans cette position-là, donc moi je gérais mes propres projets et en fait les chefs de projet que je manageais géraient aussi des projets, c'était le même métier exactement. Et arriver à se dire, bah non, je suis là pour les guider, pour retrouver leur réponse à eux, leur façon de faire et que eux réussissent dans leur projet. Et c'est pas grave s'ils font pas comme moi. J'ai pas la méthode ultime. Je vais pas faire à leur place en me disant ça va aller plus vite. Ça, c'est un truc que j'avais aussi tendance à me dire, bah, si je le fais moi, ça ira plus vite plutôt que de leur expliquer. Bon, ben, je pense que dans cette première expérience de management, j'ai fait des petites erreurs comme ça. J'ai eu tendance parfois à trop vouloir dire comment il fallait faire et j'ai appris une autre des difficultés de manager que j'ai rencontrées pour la première fois chez Blora à l'époque, c'était il y avait quelqu'un dans mon équipe avec qui ça se passait pas très bien, ça fitait pas et c'est des choses qui arrivent. Et donc, avec lui, j'ai dû recadrer plusieurs fois et on a dû arriver jusqu'à la décision de se séparer de cette personne-là. C'est pas la chose la plus agréable en tant que manager, hein, c'est une partie difficile du job et tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est ta faute? Est-ce que tu as mal fait, etc. Bon, aujourd'hui, je sais que c'est des choses qui arrivent. Parfois, ça ne fit pas, c'est la vie. Et arriver à avoir cette discussion difficile, être capable d'assumer la décision et quand il faut prendre la décision, avec franchise, fermeté, mais bienveillance aussi avec la personne, gérer le départ d'une personne de façon dans les règles, mais aussi dans le respect de cette personne-là qui s'en va. C'est quelque chose qui est difficile et je sais que voilà, cette première fois, ça a été difficile pour moi. J'ai été accompagnée, j'ai eu à le refaire dans ma vie. Mais c'est une des premières expériences de management aussi, la difficulté de faire partir quelqu'un, c'est important aussi. C'est clair. Après, tu as créé InStore Digital, une solution SaaS dans le retail. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Ouais. Alors là, on saute une petite période. Moi, j'ai eu 2 enfants entre les deux, effectivement. J'ai une première expérience entrepreneuriale et j'ai ensuite travaillé en start-up en tant que CEO. Et cette start-up dans laquelle j'étais, des raisons notamment financières, s'est arrêtée, a déposé le bilan. Et j'avais toujours eu envie d'entreprendre quand j'étais en école de commerce. Je m'étais dit, moi, un jour, je serai entrepreneur. Donc, j'avais eu cette première expérience où j'étais seule, solo founder,
qui n'avait pas fonctionné. Et là, je me retrouve avec une nouvelle opportunité, puisque quand la boîte s'arrête, nous, on est convaincus, avec 2 collègues, on bossait ensemble dans cette boîte, on est convaincus qu'on a une super plateforme technologique, mais juste on n'a pas le bon positionnement. Il faut pivoter et il faut utiliser cette techno pour un autre secteur et le présenter différemment. Donc, en fait, c'est l'opportunité qui fait que je me dis à ce moment-là, bah, j'y retourne. Et là, je vais le faire différemment. On va s'associer, etc. Donc, ça va très vite. On est 3 associés. On a besoin de cash très vite. Donc, parce qu'il faut racheter cette techno au tribunal de commerce. Donc, on convainc un partenaire industriel de devenir notre actionnaire. Donc, on lève des fonds tout de suite, avant même la création de la boîte. On crée la boîte. On va au tribunal de commerce pour racheter donc la plateforme technologique qu'on avait développée dans notre boîte précédente. On embauche une partie des développeurs avec qui on travaillait, puis d'autres personnes. On embauche 7 personnes au total. Donc c'est une super expérience parce qu'à ce moment-là, moi, je gère un peu tout. C'est-à-dire que je suis la présidente de la SAS, je gère l'administratif, je gère la relation avec les actionnaires, je gère le commercial, en tout cas l'avant-vente technique, on va dire, parce que j'ai un de mes associés qui est plus commercial, mais je vais chez les clients pour leur expliquer la techno, comment marche la plateforme. Je gère évidemment le produit. Je ne suis pas de PM, c'est moi qui fais le produit. Je manage l'équipe technique directement. On n'a pas de manager d'équipe technique, c'est plutôt moi. Donc on repositionne complètement, on refait la plateforme. En un mois, on est prêt à vendre, quoi. Donc voilà, on va vendre à des très beaux clients. On a Fnac, Galeries Lafayette, McDonald's qui font des proof of concept à l'époque de notre solution. Ils ne déploient pas dans tous leurs magasins ou leurs restaurants tout de suite. Donc, ouais, super expérience et très beau produit, très belle équipe, mais ça va s'arrêter un peu plus vite que prévu. Ouais, ça s'est terminé au bout d'un an. C'est ça. En fait, comme je disais, c'est allé très vite sur toute cette histoire de, voilà, on a développé, on a vendu. La réalité, c'est qu'on a plusieurs obstacles qui nous rendent la chose compliquée au bout d'un an. Le premier, c'est des difficultés légales et technologiques sur des nouvelles règles d'anonymisation, de MAC adresse, etc. Je ne vais pas rentrer en détail de la techno, mais en gros, on se retrouve un petit peu bloqué sur des choses qu'on faisait très bien. Notre solution devient un peu moins pertinente. Deuxième, c'est des cycles de vente très longs. On s'adresse quand même à des gros retailers. Et autant à l'époque se passe très bien, les clients sont contents. Avant que la DSI arrive à obtenir un budget pour vraiment déployer la solution sur des centaines de magasins, c'est autre chose. Et nous, on arrive à court de cash aussi. À ce moment-là, on a une boîte qui veut nous racheter. Donc pareil, on n'a pas fini notre première année qu'on a déjà une boîte qui veut nous racheter. Et surtout, des gros désaccords avec nos associés. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur relever des fonds, vendre. Avec nos actionnaires, ça devient très compliqué. Et au final, ça fait que la boîte finit à la casse. C'est très dommage, mais... Surtout quand tu avais une proposition de rachat, c'est vraiment dommage. Ouais. Exactement. Qu'ils ont levé quand ils ont vu les difficultés qu'on avait après derrière à se mettre d'accord. Mais en tout cas, le produit était top et super expérience. Que ce soit les gens à qui j'ai travaillé, les clients. Ok. Du coup, après, tu t'es mis en freelance? Oui. Après, ouais. Comment tu vends des prestations de gestionnaire de produits? Très bonne question. C'est pas facile, je pense. Moi, je me mets en freelance à ce moment-là parce que j'ai pas envie de reprendre un job salarié. Et j'ai de la chance d'avoir dans mon réseau des gens que je connais, des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé, qui me confient des missions plutôt longues de plusieurs mois, qui me recommandent. Mais clairement, la partie commerciale, déjà, c'est pas trop mon truc. Et osant vendre mon produit, j'avais pas de problème. Me vendre moi-même, aller annoncer un tarif et dire je coûte tant et je vais changer ta boîte, je vais t'amener ça, j'ai plus de mal. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux freelances. Je vois énormément de gens qui se mettent en freelance aujourd'hui, en product, parce qu'ils ont un contrat, parce que leur patron leur dit si je te mettais en freelance, ce serait cool. Et qui ne se rendent pas forcément compte le temps que ça prend, l'énergie. Et puis, c'est pas fait pour tout le monde de se vendre. Donc ça, c'est dur. Après, en product management, clairement, il commence à y en avoir un peu plus des besoins, mais il faut être au bon moment. Il faut que la boîte, à ce moment-là, elle ait besoin d'un PM parce qu'elle va lancer un nouveau produit et qu'elle n'a pas les ressources en interne ou qu'elle ne veut pas recruter quelqu'un parce qu'elle n'est pas sûre,
qu'il y ait un congé mat, il faut qu'il y ait une opportunité. Et je trouve que c'est très dur de l'extérieur, si tu connais pas les gens, de savoir qu'il y a une opportunité à ce moment-là. Donc faire de la chasse, aller dire aux gens, je fais du freelance, est-ce que vous avez besoin d'un PM à maintenant? Je suis pas sûre que ça marche, quoi. Donc à moins que les gens te connaissent et fassent appel à toi, tu peux te retrouver avec des moments un peu vides. Moi, j'ai eu des super missions, j'ai bossé avec des gens qui lançaient un deuxième produit dans une start-up, et donc la fondatrice, elle ne pouvait pas s'occuper du deuxième produit, elle me l'a confié. Des entrepreneurs qui avaient besoin de quelqu'un pour les aider à définir leur MVP et construire leur première version. À côté de ça, j'ai aussi fait des missions pour compléter, pour manger. J'ai fait de la QA, j'allais sur des sites et je faisais des tickets de bugs. J'ai fait des tests de tickets Jira pour valider les devs pour un autre projet. Enfin, c'est pas toujours facile et oui, on est hyper libre, oui, on a beaucoup de temps, oui, on facture plutôt bien quand on facture et on n'a pas besoin de travailler tous les jours, mais il y a énormément de travail caché à côté, quoi. Et c'est impossible de, tu sais, de créer du besoin, par exemple, vendre de la transformation, des choses comme ça. Si, probablement, hein, tu en as aujourd'hui qui se mettent en CPO freelance et qui viennent amener plus un aspect stratégie, organisation. Je vais vous aider à construire votre équipe produit ou à construire vos méthodologies, etc. Donc, effectivement, tu arrives sur des boîtes qui tournent, mais qui veulent. On est d'accord qu'il y a quand même beaucoup de fondateurs qui vont toujours te dire ça marche pas, c'est la faute du produit ou de la tech. Hein. Donc, tu as plein de startups où on se dit bah, ça marche pas, ça délivre pas assez vite. Je pense que c'est peut-être plus facile, effectivement, d'arriver en disant attendez, moi, je vais vous amener la super méthode, je vais vous amener la super organisation qui va faire que votre équipe produit va être plus productive, va délivrer mieux, etc. Moi, j'avais pas envie de voir l'organisation à ce moment-là, j'avais envie de faire du produit, quoi, sortir des choses. Maintenant, j'aime beaucoup, tu vois, faire de l'orga, améliorer le fonctionnement des équipes produits, mais je me sentais pas légitime, en tout cas à ce moment-là, pour le faire. J'avais pas géré des grosses équipes produits. Après, tu as gravi les échelons dans une société qui s'appelle French Founder. Tu es passé de PM à CPO. Comment tu as vécu cette évolution? Donc French Founders, j'arrive en tant que freelance d'ailleurs à l'époque. C'est mon ancien patron chez Bleroy qui a créé French Founders et donc on était restés en contact et qui donc dizaine d'années plus tard me rappelle en me disant bah, j'ai vu que tu étais en freelance et j'ai besoin de quelqu'un là maintenant. Donc j'arrive pour une mission de 6 mois. Au final, ça se passe bien. Ils ont envie que je reste moi aussi. À ce moment-là, je me sens bien dans la boîte. Je suis prête à reprendre un CDI. J'ai la flexibilité que m'offre cette boîte aussi, qui fait que j'ai envie de retourner en tant que salarié. J'arrive dans une boîte qui est... on est une trentaine de personnes. Il y a 5 techs et je suis la seule PM. On ne fait pas vraiment du produit, c'est pas une boîte tech, hein, c'est un réseau de dirigeants francophones à l'international. Disons qu'on prend des demandes des équipes commerciales, on prend des demandes des équipes marketing, on améliore des choses, on a un produit, on a une plateforme, on a une application web, hein, mais il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas de roadmap, etc. Voilà. On dépile avec les 5 devs, on a un tableau Trello en mode Kanban et on dépile des tickets au fur et à mesure. D'ailleurs, moi, à ce moment-là, en tant que PM, je suis sous la CMO. C'est-à-dire que le poste de product manager dépend du marketing. Donc, assez vite, j'arrive à convaincre les fondateurs qu'il y a un intérêt à avoir un vrai département produit, indépendant, et de le staffer pour atteindre les objectifs qu'ils m'ont fixés et les ambitions qui sont assez importantes sur justement cette plateforme et cette application pour les membres, et aller chercher des nouveaux business côté digital. Donc début 2020, je me retrouve propulsée VP Product sous les fondateurs, donc directement au comité de direction, et j'ai une PM et une designer. On commence à faire les choses bien, et puis on est début 2020, donc qu'est-ce qui se passe? Mars 2020, Covid, confinement, tout le monde anticipe la crise, tout est compliqué, et donc là on est obligé de réduire drastiquement les coûts, et je suis obligée de me séparer de ma designer. Donc ça c'est un peu difficile à ce moment-là, parce qu'on commençait à organiser, à avoir une vraie culture produit, à mettre en place une vision, une roadmap, etc. Et on se retrouve à nouveau presque plus d'équipe. Et bon, la crise se passe, après on peut re-recruter, on recrute des devs, des designers, etc. Et quand moi je suis partie l'été dernier, c'était une boîte de 80 personnes avec 20 personnes côté produit tech. Donc voilà, ça a bien grossi quand même, et j'étais effectivement CPO à ce moment-là.
Comment tu as géré la transition d'une petite équipe à une grosse équipe comme ça? Alors, progressivement, donc je suis seule PM avec 5 techs. À la fin, on est une vingtaine, donc 6 au produit et environ une quinzaine de devs. Clairement, ça s'est fait progressivement. Ça c'est pas énorme non plus comme croissance de passer de 6 à 20. Mais on a fait en sorte, avec le CTO, hein, on était deux, de garder un noyau dur des 5 techs qui étaient là dès le démarrage. Et d'ailleurs, quand je suis partie l'année dernière, ils étaient toujours là, les 5. Tu vois. Donc on a recruté les gens un par un pour augmenter, agrandir cette équipe et s'assurer qu'ils étaient bien intégrés. Après, même si c'est pas énorme, 20 personnes, ça demande quand même un autre fonctionnement que quand tu es 6 et que tu t'assois à côté du dev avec ton post-it, quoi. Donc il a fallu mettre en place un peu plus de structure, un peu plus d'organisation, être à l'écoute aussi des gens. On avait des gens du coup plus seniors, plus juniors, on a embauché des alternants. Donc tu ne fonctionnes pas pareil qu'avec 5 devs seniors qui sont à l'aise avec le sujet, qui sont à l'aise avec le produit et qui délivrent. Donc tu commences à mettre un peu plus de strates de management à l'intérieur même des équipes de dev. On a testé un certain nombre de méthodologies. Enfin, je pense qu'en 4 ans, on a dû changer 5 ou 6 fois d'orga. Voilà, on a fait du Kanban, du shape-up, etc., qu'on a adapté à chaque fois à notre maturité, notre façon de travailler, nos envies. Donc on avait un espèce de mix qui était notre propre organisation. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'être toujours à l'écoute de est-ce que les gens se sentent bien, est-ce qu'ils sont embarqués dans le projet, est-ce qu'ils sont embarqués dans le produit, est-ce qu'ils comprennent où on veut aller aussi, hein, ils ne sont pas juste là pour faire du code. Est-ce que tout le monde est embarqué? Est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce qu'il y a des signaux faibles? Des fois, tu vois, quand ça ne marche plus et qu'il faut réorganiser. Donc ça demandait beaucoup, beaucoup de temps, effectivement. Beaucoup plus de temps côté management. Je suis restée opérationnelle et je gérais moi-même une squad jusqu'à la fin. Hein, mais effectivement, quand tu prends 2 PM, 3 PM, il faut séparer les équipes, il faut mettre différentes roadmaps, il faut mettre des outils pour que entre les squads, on se parle. C'est un beau challenge, mais ça va. De 6 à 20, ça va. On n'est pas passé à 200. Ouais, c'est sûr. À côté de ça, tu es engagé, enfin, tu es au bureau d'une association qui s'appelle French Produit. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc ça fait presque 4 ans que je suis engagée au niveau local, en tout cas sur Aix-Marseille, pour animer la communauté produit. Et 3 ans qu'on a créé l'association, quasiment, c'était en janvier, donc 3 ans qu'on a créé l'association. Donc je suis au bureau avec 3 autres personnes. C'est une association qui fédère la communauté produit en France, donc nationale, avec un certain nombre d'initiatives. On a un Slack, par exemple. Donc tout est gratuit hein, pour les membres, évidemment. On fonctionne avec du sponsoring. On a un Slack où il y a plus de 3600 membres aujourd'hui. Et on a des chapters locaux. On a 9 villes aujourd'hui dans lesquelles on est présent en France avec des équipes de bénévoles. Donc Aix-Marseille, moi j'en faisais partie déjà depuis longtemps. Puis on a d'autres villes. On organise des meet-ups, des déjeuners. Il y a des cruises aussi. On met en relation, on match des products par 5 ou 6 qui ont les mêmes problématiques ou les mêmes secteurs pour qu'ils se rencontrent régulièrement et qu'ils partagent les bonnes pratiques, qu'ils s'entraident. Une newsletter de partage de contenu, etc. Donc c'est assez cool. Dans la région, on a des super speakers, des super boîtes qui nous reçoivent. Pardon. Donc on organise des meet-ups tous les 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Après, ça prend énormément de temps, clairement. La difficulté, elle est là parce qu'on a envie de faire plein de choses, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait, ou en tout cas pas aussi bien qu'on voudrait, parce qu'on a tout ça un travail à côté. Hein, mais on a des super feedbacks, les gens sont très contents, donc c'est très enrichissant. Après, au niveau donc, plus national, moi je suis à la fois dans le chapter Aix-Marseille et en tant que coordinatrice des différents chapters au niveau du bureau. Donc c'est 9 villes, comme je te le disais, c'est 50 bénévoles quand même. Heureusement, ils sont tous très autonomes, donc les équipes se débrouillent très bien, chacun dans leur ville, on se parle régulièrement, mais voilà, l'animation, elle se fait par ces bénévoles-là qui sont très autonomes, chacun dans leur ville, et puis après ça s'auto-anime aussi, il y a beaucoup de choses qui sont... Les gens sont très très demandeurs et ça s'auto-anime très bien. D'accord. Sur ton profil LinkedIn, tu mentionnes vouloir agir sur la place des femmes dans le produit. Tu peux nous parler de ça un petit peu? Oui. En fait, moi, quand j'ai commencé dans ma carrière, je comprenais même pas qu'on parle d'inégalité homme-femme dans le travail. Je me disais, mais
je comprends pas, moi j'ai le même travail que mon voisin, j'ai le même salaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'inégalité homme-femme, tu vois? Et puis après, j'ai compris, hein, quand j'ai eu mon premier enfant notamment, parce que c'est souvent à ce moment-là que les femmes décrochent, et que ce soit dans tous les métiers, hein, c'est pas que dans le produit, mais dans la tech. Parce que, bon, voilà, on va pas se mentir, les femmes font encore beaucoup plus que les hommes à la maison et sont souvent celles qui vont pâtir des contraintes d'avoir un enfant, des horaires, etc., qui vont passer à temps partiel, qui vont lever le pied et freiner un peu leur carrière. Ça se rattrape. Moi, j'ai fait des pauses, hein, on en parlait tout à l'heure. J'ai arrêté à chaque fois pour chacun de mes enfants, j'en ai 3, plusieurs mois. Et donc, si on a envie, ça se rattrape. J'ai aussi des moments où j'ai sacrifié ma vie de famille, notamment pendant mes expériences entrepreneuriales. Voilà, j'ai choisi de ne pas être là le soir. Mais aujourd'hui, voilà, je me suis beaucoup documentée sur le sujet et il y a des vrais écarts hommes-femmes dans le travail, dans tous les métiers. Dans la tech, c'est particulier. Et on le sait quand on rentre dans la tech en tant que femme, on voit, on n'est pas nombreuses. Et moi, ça ne m'a pas étonnée. C'est-à-dire que je sais qu'il y a peu de femmes qui font des formations scientifiques, il y a peu de femmes qui vont aller dans les écoles d'informatique. Moi, personnellement, j'ai fait une école de commerce. Je suis arrivée là, je fais une école de commerce. Donc, j'étais pas étonnée de ça, mais par contre, c'est quand j'ai découvert les chiffres. C'est-à-dire que quand tu regardes les chiffres, et notamment ceux qui sont publiés par la Product Conf tous les ans, ils font un baromètre, donc Product Conf LPC. Chaque année, ils font un baromètre des métiers du produit, des gens dans le produit. En 2020, je pense que c'est la première fois qu'ils publient, il y a 33% de femmes dans le produit. Je suis pas plus étonnée que ça, je me dis, bon, bah, 1 sur 3. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait plus de femmes dans le produit que dans le dev. Ouais, oui, moi aussi. Eh ben non, depuis que j'anime notamment French Produit, je peux te dire qu'au Meetup, il y a quasiment une très grande majorité d'hommes. Donc même dans le produit, alors qu'on se dit, bah, les devs c'est des hommes, les products c'est des femmes, c'est pas du tout le cas. Moi j'avais cette vision au départ. Je me dis, tiens, 33% de femmes dans le produit, ok. Et ce qui me choque surtout, c'est les différences de salaire. C'est-à-dire que dans cette étude de 2020, dans les salaires notamment sur les postes de leader, donc VP Product, Head of, CPO, les hommes sont payés 25% de plus que les femmes. Ah oui, c'est un gros écart, oui. C'est beaucoup plus que dans d'autres métiers, quoi. Là, je me dis, ah ouais, ça c'est... Déjà, il n'y avait pas beaucoup des femmes leaders. À l'époque, j'en connaissais aucune. Hein. Et en plus, les mecs, ils prennent 25% de plus. Donc c'est là où je me dis, il faut faire des choses. Et on est nombreuses. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui sur les femmes dans la tech, de façon plus globale. Aujourd'hui, en 2024, ils ont publié la nouvelle étude LPC. En nombre, on est 50-50. Donc déjà, il y a beaucoup plus de femmes. Alors après, je soupçonne que c'est parce qu'ils ont intégré les product designers et les product marketing managers qui n'étaient pas en 2020. Mais quand même, on a beaucoup plus de femmes. Par contre, l'écart de salaire, c'est toujours 15% en moyenne sur l'ensemble des products et 18% sur des postes de leader. Donc, il y a plein de choses à faire. À l'école, il faut inciter les petites filles à aller dans les métiers d'informatique et de l'ingénierie et du scientifique en général. Dans les entreprises, c'est notre rôle en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager, c'est les dynamiques quand même d'équipe produit tech où il faut éviter tous ces dynamiques qu'on peut voir de boys club un peu, et un peu sexiste. Je ne l'ai pas moi vécu à titre personnel beaucoup, j'ai travaillé avec des gens géniaux, j'ai eu de la chance, mais il y a quand même des petites tendances parfois entre mecs, quand on se retrouve dans une équipe, il n'y a que des mecs, à avoir un peu cette logique un peu, voilà, boys club, bro club, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc ça, c'est notre travail en tant que manager d'amener une culture et une dynamique différente pour que les femmes se sentent bien dans ces boîtes-là. Et puis, il faut qu'après que les femmes, elles atteignent des postes de direction. Un autre chiffre qui moi, m'a beaucoup marqué, qui est partagé par 50 in Tech notamment, régulièrement, 50% des femmes qui travaillent dans la tech quittent la tech avant 35 ans. Voilà, donc une femme sur deux qui travaille dans la tech va quitter la tech avant ses 35 ans. Pourquoi ? Bon, parce qu'elles ne peuvent pas se sentir très bien parfois dans les équipes, mais aussi parce qu'elles se sentent à un moment avec un plafond de verre. C'est difficile d'atteindre des postes de leader ou de direction pour des femmes dans la tech. Et ça, il faut peut-être, il faut pousser pour qu'il y ait plus de femmes CPO, CTO, etc. Il faut que ces rôles modèles-là, elles soient mises en avant. Là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour ça. Tu as Girls in Tech, tu as Sista, etc. Starter, il y en a un certain nombre qui mettent en avant, même nous chez French Produit, avec French PPO, on met en avant des femmes CPO. Il faut qu'on sache que c'est possible et il faut qu'il y ait un peu plus de femmes dans ces métiers-là pour qu'on ait confiance, qu'on puisse y rester et qu'on peut faire carrière dans la tech en tant que femme. Voilà. Ok. C'était ma minute féministe. Bah, il faut. Faut le rappeler.
On a à peu près fini sur les questions sur ta carrière. Mhm. Passer à des questions un peu plus généralistes sur le produit en général et tout ça. Ok. Euh, As-tu déjà eu besoin d'insister sur la vision produit, sur l'importance de l'utilisateur final, de l'expérience utilisateur auprès des devs Oui, avec certains, non avec d'autres, chez qui c'est plus naturel. Moi, je suis convaincue que c'est important, que le dev ait une compréhension de la vision, enfin de la vision produit, qui soit embarqué dans cette vision-là. Euh, je trouve dommage un dev qui se dit, moi, je suis là pour pisser du code, on me donne des specs, je fais mon code et puis je mets ça en staging et puis c'est plus mon affaire, je passe à autre chose, je prends un ticket qui vient après. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des devs hyper impliqués et qui avaient envie de développer quelque chose pour des utilisateurs, qui avaient envie que ça fasse du business, etc. Alors, ils vont pas aussi loin qu'un product sur suivre les résultats business, mais moi, j'ai toujours tenu à partager avec les équipes techniques pourquoi on fait ce choix-là, pourquoi la roadmap elle est orientée dans ce sens-là, pourquoi on priorise tel ou tel projet, pourquoi celui-là je l'ai mis de côté, pourquoi là je vous demande d'aller beaucoup plus loin et pas de voilà, et pourquoi là on a choisi de faire un quick win et c'est pas grave si c'est pas parfait. Euh, donc avec les équipes métiers, mais aussi avec les équipes tech, ça je pense que c'est important. Après, tu as des devs qui s'intéressent, d'autres non. C'est-à-dire que quand tu présentes ça, tu en as qui écoutent à moitié. Bon, ok, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre, c'est pas grave. Ça viendra peut-être plus tard. Je l'ai vu surtout chez des juniors, mais tu as quelques seniors aussi qui ne s'intéressent pas forcément. Euh, mais ouais, il faut qu'ils s'intéressent. Et la majorité, en tout cas ceux qui sont seniors en général, ils ont envie de comprendre pourquoi l'utilisateur. Moi, je les ai, je trouve que c'est très positif d'emmener les devs chez les clients, d'emmener les devs dans des entretiens utilisateurs et de les faire participer à des sessions de design thinking. À une époque, on avait mis en place des shape-up, tu vois, qu'on a un peu tweaké pour être à notre sauce, mais on avait quand même ces périodes de shape où on s'enfermait avec le design, le produit, les devs, et on imaginait les solutions, on partait du besoin, etc. Donc ça, non, moi, je suis convaincue qu'il faut que les devs s'intéressent aux produits. Et après, je suis moins à l'aise avec les boîtes qui vont dire, bon, enfin, finalement, on n'a pas besoin des produits. Puisque le dev, c'est lui qui va sortir le produit, le code à la fin. Hein. Si le dev, il comprend le produit, ben, en fait, le product manager n'est qu'une strate inutile. Et ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu, de dire finalement, le CEO, il parle direct au dev, et c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. Pas besoin du product qui va nous faire chier, qui va dire non à tout, qui va faire sa roadmap, etc. Bon, ça, je pense que c'est une connerie, tu vois. Et que ce soit le CEO, que ce soit les sales qui parlent direct au dev, très positif pour que le dev soit embarqué, mais à un moment donné, il faut quand même structurer tout ça. Et là, je pense que le product manager, pour moi, il a un rôle à jouer et dire que le product manager sert à rien et qu'on peut s'en passer parce que dès lors que les devs comprennent le produit, je pense que c'est une erreur. Comment tu vois l'IA dans le produit aujourd'hui? Est-ce que toi tu t'en sers Mhm. pour ton travail et est-ce que tu as déjà designé des produits d'IA? Ouais, Hein, deux questions différentes du coup. tout à fait. Alors, l'IA dans le produit, donc tout le monde en parle, tout le monde veut en faire. J'ai l'impression que je lis chaque jour sur LinkedIn des nouveaux posts sur l'IA dans le produit. Donc j'ai un peu. C'est le marketing du moment quoi. C'est le sujet du moment. Et alors, tu vois, pour le coup, quand il y a eu la blockchain, quand il y a eu le Web3, quand il y a eu un certain nombre de choses, enfin, voilà, j'ai moins cru. Mm. Je me suis dit, ça va passer. Ce sont des modes. Je pense que j'avais pas trop tort. Le métaverse, etc. L'IA, pour le coup, je pense que c'est une vraie révolution dans nos métiers et de la société en général. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais je pense qu'aujourd'hui, les product managers n'ont pas le choix. Il faut se former à l'IA. Il faut utiliser l'IA de différentes façons. On lit souvent, tu vas pas être remplacé par l'IA, mais tu vas être remplacé par des gens qui utilisent l'IA mieux que toi. Et tu seras dépassé si tu ne le fais pas. Donc ça, je pense que s'il n'y a pas de sujet, les product managers n'ont pas le choix, il faut utiliser l'IA. Et ça prend énormément de temps, donc il faut savoir par quoi commencer, etc. C'est pas facile. Moi, j'ai la chance aujourd'hui dans mon job qu'on me demande d'utiliser de l'IA, donc j'ai pas le choix, j'apprends, ça fait partie de mon job. Mais si c'est pas le cas et que dans vos boîtes, il n'y a pas de vocation, en tout cas d'appétence à mettre en place de l'IA, il faut le faire sur votre temps libre, c'est hyper important. Donc il y a différentes... Pour moi, il y a
il y a trois leviers différents. D'abord, l'IA en tant qu'assistant du PM, en tant qu'outil pour toi pour travailler. Donc, la base, c'est ChatGPT ou le chat. Utilisez l'IA française, s'il vous plaît. Le chat, c'est super, de Mistral. Donc, avec un chat un peu généraliste, pouvoir utiliser pour résumer des choses, analyser, produire des contenus, structurer une pensée, etc. Donc ça, être capable d'interagir avec l'IA comme étant un collègue ou un assistant, je pense que c'est hyper important. Assez vite, il faut aller plus loin que ça et aller, et c'est là où il faut un peu plus rentrer les mains dans le cambouis, aller utiliser des agents IA. Le côté... Qui viennent lire tes données, qui viennent les analyser. Voilà, qui va être en fait comme l'agent IA, il va remplacer tes automatisations d'avant, parce qu'il va automatiser un certain nombre de choses, parce que tu vas lui donner ton workflow et ce que tu veux qu'il fasse, mais à des moments, tu vas aller appeler des LLM qui vont rédiger le mail, structurer les trucs, catégoriser les contenus, mais par contre, tu lui donnes ce workflow, c'est pas je discute avec quelqu'un avec un chat, et ça, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que tu peux faire des choses, automatiser un certain nombre de choses qu'on fait au quotidien. Et il faut commencer, je pense, par des process qu'on connaît très bien. Des choses qu'on fait tous les jours. Je ne sais pas, moi, par exemple, aller prendre des feedbacks clients des utilisateurs avec qui on a pu échanger, au lieu de les mettre dans un fichier Excel ou dans un Notion et de soi-même essayer de dire, bon, ok, qu'est-ce qu'ils m'ont dit tous, structurer, faire un résumé. Déjà ça, automatiser avec un agent la possibilité de récupérer ces feedbacks, les catégoriser, les ranger, en faire un résumé. Et voilà, la partie agent, je pense, elle est hyper importante, elle est assez nouvelle, je pense, pour les PM, mais il faut y aller parce que demain, on fera plus notre job comme on le fait aujourd'hui, et la majorité de ce qu'on fait de façon répétitive, on le fera plus. Et c'est dommage de perdre du temps à faire des choses encore à la main aujourd'hui. Deuxième partie, c'est l'IA dans ton produit. Ça, tout le monde veut mettre de l'IA dans son produit. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut prendre un peu un step back et réfléchir. On se remet en logique produit. D'abord, quel est le besoin de l'utilisateur? Quel est le use case? Et est-ce que la solution, c'est l'IA? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui partent de « je veux mettre de l'IA dans mon produit ». Mais on ne part pas d'une solution. Quand on fait du produit, on part d'un problème, d'un use case réel. Et si la solution, c'est de mettre de l'IA, fine, on met de l'IA. Si la solution, c'est une autre, qui est meilleure, on ne va pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA parce que c'est cool, quoi. Par contre, oui, il y a plein de choses à faire. Je l'ai déjà vu dans le pur UX, par exemple, le besoin, c'est on doit collecter des informations de la personne qui se connecte. Par exemple, un site GoJob, deuxième épisode, on a reçu Nicolas Boutin, CTO de GoJob, nous expliquait, on doit récolter les informations des candidats. Donc on a le choix entre mettre en place un gros formulaire avec plein de champs ou mettre un prompt. Et donc l'IA peut servir à ça, à réduire le nombre de pages, le workflow nécessaire pour de la collecte d'informations avec juste un prompt qui pose des questions et qui au final balance la donnée comme il faut, bien formaté au système. Clairement, au lieu de poser, d'avoir 15 champs dans un formulaire, tu vas poser une question et tu vas faire ça. Pour tout ce qui va être service client, je crois que c'est Airbnb, je disais l'autre jour, il me semble, je sais plus, mais il me semble que c'est Airbnb qui disait, nous on va utiliser l'IA pour déjà structurer les données qui remontent du service client. C'est basique, mais c'est quelque chose que l'IA va faire mieux que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas aller inventer la dernière feature IA dans le produit final. Parfois, il faut déjà répondre à des use cases sur lesquels l'IA va être la meilleure solution et de loin. Et ça, il y en a plein. Moi, aujourd'hui, je travaille sur des produits IA, notamment d'analyse, de recherche documentaire sur des très gros volumes de données et des gros historiques. C'est hyper intéressant. C'est très challenging parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très boîte noire en tant que PM En tant que PM, moi je pense que c'est important de comprendre la tech. Donc on a appris à comprendre ce que c'est une API, on a appris un certain nombre de choses en tant que PM. Là, l'IA, on repart sur l'inconnu quand même. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Heureusement, j'ai des data scientists qui sont hyper calés et qui nous expliquent et qui partagent. Créer un produit à base d'IA, c'est encore un autre level. Voilà. En tant que PM, c'est difficile parce qu'il y a quasiment pas d'interface. Enfin, moi, c'est un chat, mais par contre, derrière, il se passe plein de choses. Il y a du multi-agent, il y a des agents master, etc. En tant que PM, faire les specs de ça et travailler sur suivre les équipes, c'est autre chose que déjà utiliser l'IA à son propre niveau.
C'est moins visuel, c'est sûr. Voilà. Et après, je pense qu'en tant que produit, l'IA, c'est aussi une opportunité pour une opportunité de job, parce que bon, enfin, le marché aujourd'hui du product management est quand même un peu compliqué. Hein. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il y a beaucoup moins de jobs. Euh, il y a eu des licenciements, il y a eu beaucoup de gens on a réduit les équipes. Ça repart un peu, c'est quand même pas la folie. Et moi, je vois l'IA comme étant une opportunité pour les product managers de se positionner sur des jobs plus proches de la transformation digitale, en tout cas de comment est-ce qu'on va intégrer l'IA dans les équipes. Donc vraiment pour de l'interne, tu vois. Mm. C'est-à-dire, comment est-ce que je mets l'IA pour les équipes communication, pour les équipes sales, pour les équipes finance, etc. Comment est-ce que j'améliore les process de l'entreprise, notamment dans les grands groupes. Tout le monde veut mettre de l'IA un peu partout, sauf qu'il faut quel est le besoin, quelle est la solution, comment est-ce que je priorise, quel budget je mets, comment est-ce que je gère le déploiement, comment est-ce que je mesure que ça marche, comment est-ce que je forme les gens. Tout ça, c'est des skills de PM en fait. Et donc avec le même mindset et le même skill set, j'ai envie de dire, de PM, je trouve qu'on est les mieux placés pour aller faire ce job en interne de mise en place de l'IA dans les entreprises. Donc c'est une opportunité en sortant un peu du product management, hein, tu fais plus des specs, tu n'as plus de dev avec qui tu travailles pour produire des choses, mais il y a des choses hyper intéressantes à faire dans les grands groupes sur ça. T'as fini sur l'IA? Ouais, j'ai trop de choses à dire. On passe à une question que je pose tout le temps. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ton toi de 2005 quand tu as commencé? Mon mois de 2005, donc comme je vous le disais, en 2005, on n'avait pas autant de ressources, on n'avait pas, il n'y avait même pas de formation de product management. Hein. Donc je lui dirais de s'ouvrir vers les autres très vite, faire du réseau. C'est-à-dire que c'est un gros mot, ça fait un peu peur. Hein. Faire du réseau, créer des jeunes qui sortent d'école de commerce, on leur dit va faire du réseau. Ça peut être très impressionnant et en fait, ça l'est pas du tout quand tu as les bons outils et quand tu vas dans les bons endroits. Moi, je sais que dans les meet-up French Produit, donc je vous encourage à venir si vous faites du produit dans nos meet-up. C'est très chill, tu vois, c'est bonne ambiance. Nous, en tant qu'animateurs, on s'arrange pour que tous les gens qu'on voit qui sont seuls, on les présente à quelqu'un, etc. Et rencontrer des gens qui font le même métier, partager les bonnes pratiques, avoir des gens à qui parler quand on ne sait plus quoi faire. Ça, voilà. Je pense que j'ai été très seule, moi, dans les premières années pour apprendre. J'étais seule avec mon envie d'apprendre et mon envie de bien faire. Mais je pense que j'aurais tiré parti de rencontrer d'autres gens qui faisaient la même chose à l'époque. Donc, clairement, faire du réseau. Une autre peur que j'avais, je sais, quand j'étais diplômée, donc en 2007, à la fin de mon apprentissage, c'est ça y est, t'es diplômée, va travailler, quoi. Et je me rappelle, en école de commerce, tu finis tes études, tu peux aller faire de la finance, du RH, du marketing. Bon, moi, j'avais la chance d'avoir déjà fait mon apprentissage, et donc savoir à peu près ce que je voulais faire. Je savais que je voulais rester à Marseille, je savais que je voulais bosser dans le web. Mais ça restait quand même très ouvert. J'avais des copines, en fait, quand on va choisir mes premiers métiers, ça va définir notre vie pour les 50 années à venir. Et je pense que c'est important de dire à mon moi de 2005 et aux jeunes d'aujourd'hui qui démarrent sur le marché du travail que ce n'est pas vrai. Et qu'on peut choisir un premier métier et qu'on peut changer. Et que oui, évidemment, si on change 10 fois, à un moment donné, notre CV n'est plus très lisible. Mais que c'est pas grave. Il faut faire ce qu'on a envie à ce moment-là, prendre les opportunités. La vie, elle est faite de plein d'opportunités et pas avoir peur de si je commence à rentrer dans ce truc-là. Moi, j'avais peur de m'enfermer, tu vois, de me spécialiser là-dedans en disant ok, je vais me spécialiser dans un métier qui n'existe pas, qui est chef de projet web, machin. Mais est-ce que je vais trouver du travail toute ma vie là-dedans? Est-ce que dans 3 ans, je ne serai pas périmée parce que en fait, mes collègues ils ont fait du marketing dans des grands groupes et moi, c'est trop tard. Je ne pourrai plus revenir. Donc ça, ouais. En fait, déjà, c'est un métier d'avenir. J'aurais dû me dire ça en 2005. C'est un métier d'avenir. Tu peux y aller. Il y a de quoi faire. Mais surtout, voilà, pas avoir peur. La vie, elle est longue et on fera plein d'autres choses. Ouais. Dans toute ta carrière, quelle a été ta plus grande difficulté, ton plus gros mur, le truc qui t'a le plus appris? Qui m'a le plus appris, je dirais clairement mes 2 expériences entrepreneuriales. Comme je te disais tout à l'heure, parce que tu fais tout. Tu fais du produit, mais tu fais pas que du produit. Puis c'est ton produit et puis c'est ta boîte. Il faut que ça marche. Tu fais de l'administratif, tu fais du recrutement, tu gères les équipes. Donc c'est là que j'ai le plus appris et c'est là où effectivement j'ai eu les plus grosses déconvenues, on va dire.
Ouais, un autre élément que je voudrais partager aussi, c'est les difficultés, en tout cas en région. Alors, moi, je le vois à Aix-Marseille, mais je le vois aussi quand je discute avec d'autres personnes dans d'autres régions, notamment dans les chapters French Produits. Euh, c'est le peu de jobs au final qu'il y a en product management. Alors, en tech, c'est un peu différent, mais en product management, en région, et la difficulté après qu'on peut avoir aussi dans une carrière à un moment donné, enfin, quoi, ce que je disais juste avant, on peut faire plein de choses, mais à un moment donné, quand on a bossé dans des petites boîtes, à passer en grande boîte. Je sais que là, aujourd'hui, je suis dans un grand groupe. Euh, J'avais envie d'aller dans un grand groupe parce que ça fait 20 ans que je bosse dans des startups, je bosse dans des petites boîtes, je crée des boîtes, je fais du freelance, etc. Et ben, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de gens qui te disent bah, vous n'avez jamais travaillé dans un grand groupe, vous avez toujours travaillé à Marseille. Et les grands groupes parisiens, ils ont un peu du mal avec ça. Et je trouve ça hyper dommage, ce côté hyper centralisé. Aujourd'hui, le marché du product management, il repart. Tous les jobs sont à Paris. Moi, je connais pas mal de gens qui cherchent aujourd'hui. Il n'y a pas de job, quoi. Donc, je trouve que ça, c'est une vraie difficulté. Alors que c'est un métier dont on a besoin partout. Il y a quand même peu de gens qui embauchent en région. Et puis, bon, après, avec le full remote qui s'en va, autant te dire que... Ouais, c'était la question que j'avais posée. Si le remote dans le produit, c'est la même chose que dans la tech, c'est venu pendant le Covid, c'est resté un petit peu, puis c'est reparti. Ouais, et puis c'est pire que dans la tech, je pense, parce que c'est venu pendant le Covid, Mm. effectivement, Mon- avec un peu plus d'appréhension, tu vois. Genre, on Mm. avait quand même plus de facilité, je pense, à laisser les devs Ah ouais. en remote que les produits. On a quand même besoin, et après, moi, je le vois enfin, en tant que product et en tant que manager de product, on a quand même besoin d'échanger avec les devs quand ils sont là, mais d'échanger avec les utilisateurs, d'échanger avec le marketing, d'échanger Mm. avec les sales. On est un peu quand même au contact de toutes ces équipes. Et donc, quand on est en full remote, il faut le faire de la même façon. Un dev, il peut rester chez lui toute la journée sans parler à quasiment à personne, à part faire son daily du matin. Hein. Je caricature et je suis désolée pour les devs parce que je sais que c'est pas exactement vrai, mais il y en C'est a pour qui les vont, devs. ils vont pas forcément échanger avec d'autres gens que leur équipe directe. Mm. Un product manager, s'il parle pas avec l'ensemble des équipes, il fait pas bien son travail, quoi. Il peut Mm. pas faire juste, je discute avec les autres PM, avec mon designer et mon dev, quoi. Mm. Donc, euh, donc plus besoin d'être au bureau, je pense. Donc un peu plus de réticence des managers à les laisser en remote. Parce qu'on n'a pas eu le choix au moment du Covid. On l'a tous fait. On est vite revenu à de l'hybride, j'ai trouvé quand même. Il y avait encore des jobs en full remote il y a un an ou deux. Aujourd'hui, moi j'ai un job en full remote aujourd'hui. Mm. Ma boîte elle est à Paris, à Toulouse, à Lyon et je suis à Marseille. J'ai énormément de chance, c'est très bien organisé, ça marche très bien. Euh, mais oui, ça demande de l'énergie, ça n'est pas fait pour tout le monde, je pense aussi. Je vais dans les bureaux régulièrement, mais des jobs en full remote, il n'y en a pas. Tous les Marseillais que je connais aujourd'hui dans le produit qui cherchent un job, euh, ils Ouais. voient un job passer en full remote, il y a 400 candidatures, quoi. Mm. Mm. Et je suis gentille, je pense que c'est plutôt 1000, mais bon. Donc non, je pense qu'il faut se dire que le full remote, c'est terminé pour les produits, sauf exception, quoi. Ouais, mais c'est pareil dans la tech, il y en a de moins en moins, vraiment. Mm. Quelques boîtes qui le conservent comme PayFit, mais de moins en moins. Quelle est pour toi la compétence la plus importante pour un product manager? La plus importante, il y en a plein. Je pense qu'un product manager, il doit comprendre la technique. C'est pas la première qu'on dirait, mais moi je pense qu'il doit comprendre la technique un minimum. Il doit avoir énormément d'empathie, il doit être très organisé, il doit être capable de s'adapter à son interlocuteur. C'est-à-dire, je ne parle pas de la même façon à un dev qu'à un stakeholder, qu'à un Mm. utilisateur, qu'à quelqu'un du marketing. Donc être capable de comprendre la façon de parler, le vocabulaire de toutes ces personnes-là, s'adapter et transcrire, je trouve que c'est hyper important. Après, une compétence qui est pas forcément celle la plus importante, mais que j'avais pas forcément au début et que j'ai développée avec le temps, c'est celle de savoir se taire et écouter. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, ça se voit peut-être. Là, c'est le but que tu parles, donc. Ça tombe bien. En général, voilà, je suis quelqu'un qui analyse vite, qui réfléchit vite, et je suis beaucoup dans l'action. Et, euh, et je sais que j'ai eu tendance au début à vouloir faire vite. Je disais tout à l'heure, chez Stivox, on faisait, on ne réfléchissait pas forcément toujours, on délivrait, etc. Et j'ai appris à mettre en recul et écouter les gens. Et en fait,
ça a eu beaucoup plus d'impact sur la qualité de mon travail que ce que je pensais que ça pouvait avoir. Et savoir, voilà, écouter pas que les utilisateurs, hein, mais l'interne, regarder les gens travailler, se taire et regarder les gens faire, plutôt que de leur poser des questions des fois. Euh, Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe un peu plus en tant que product manager, parce qu'on a tendance à dire je suis là pour l'idée, je suis là pour organiser, je suis là pour poser les questions aux utilisateurs. Bon, en fait, des fois, juste step back, on regarde, on écoute, et on apportera beaucoup plus de valeur aussi. C'est la dernière question, c'est toujours celle que je pose à la fin. Comment tu vois l'évolution des postes dans le produit en général dans le futur? Du métier de product Le manager, métier de donc product dans le manager, futur. CPO, c'est... Bon, je le disais tout à l'heure, je pense que l'IA, je fais un peu comme tout le monde, l'IA va changer le futur, évidemment, et va changer la façon dont on travaille, en tout cas sur tout ce qui est vraiment delivery. Donc moi, je vois le product manager comme quelqu'un qui va un peu plus remonter, et avoir plus de temps en tout cas pour le faire, donc plus remonter sur la partie strat et business. C'est-à-dire qu'on a beaucoup réduit les product managers à des PO, hein, des gens qui gèrent le delivery, qui sont là pour écrire des tickets, écrire des specs et suivre les équipes de dev, et faire les délits, etc. Bon, moi déjà, j'ai toujours été opposée à la séparation PM-PO. Pour moi, il y a un seul métier, puis il y a Mm, des gens qui vont être plus dans le delivery mm, ou un peu plus sur la partie strat et discovery. Je pense que le delivery on va en sortir un petit peu, on va y passer moins de temps et que on va pouvoir beaucoup plus s'orienter vers le business, le ROI, en quoi ce qu'on fait, ça va créer de la valeur pour les utilisateurs, mais aussi pour l'entreprise. Je vois beaucoup de produits, j'ai l'impression dans les dernières années où on s'est un peu focus sur les frameworks, utilisateurs d'abord, tu vois, mm. et un peu oublié parfois qu'on est aussi là pour amener du business. Donc voilà, je vois un rôle qui se refocus quand même sur le business et la strat, tout en gardant son rôle central et de liant entre ces équipes business et ces équipes tech. Enfin, je peux me tromper, hein, mais je vois plutôt ça. Ok, c'est intéressant. Bah, merci beaucoup, Agathe. Bah, On, avec plaisir. on a fini. T'as un mot de la fin? Un mot de la fin, que plein de jeunes filles se lancent dans le product management. On vous attend. Donc faites des écoles d'informatique, faites des écoles de commerce, venez faire du produit. C'est un super métier. Et puis les product managers, formez-vous à l'IA et éclatez-vous dans votre travail. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. C'était Break the Wall. On se voit bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.